Et la dernière fois, j'ai lâché une phrase qui a suscité énormément de débats. Et il y a des grands frères qui m'ont envoyé leur réaction inbox. Ils sont au moins 4 ou 5 à m'avoir envoyé leur réaction inbox et avec leurs arguments. Et c'est à eux que je vais répondre ce matin. Parce que quand on est d'un certain niveau d'études comme nous, c'est nous qui devons essayer de débattre sur les faits et guider les jeunes et non suivre la foule ou verser dans la propagande. Et les faits sont inaltérables. Le commentaire peut être libre, mais les faits sont inaltérables. Et donc, c'est à ces grands frères-là que je vais envoyer cette analyse, ces réponses à partir des faits. Parce que dès que j'ai fini le live, il y a des gens qui ont réagi, qui m'ont envoyé leur réaction. Oui, Ferdinand, pourquoi tu peux dire que la Russie n'a jamais sauvé aucun pays et que c'est pas possible, et c'est pas possible. Je dis, mais si, c'est vrai. Et alors, ils m'ont envoyé plein d'arguments, genre l'Union soviétique était aux côtés des peuples, de certains peuples africains, ils étaient au Cuba avec la crise des missiles, la baie des cochons et tout ça. Mais chaque mot, chaque expression que je sors a un sens. Donc, ils m'ont envoyé ces réactions. Leurs arguments, c'est que l'Union soviétique était aux côtés de l'Afrique et de certains pays africains, pas tout d'ailleurs. Mais je n'ai jamais parlé de l'Union soviétique. Je n'ai jamais parlé de l'Union soviétique, les grands frères. J'ai parlé de la Russie. Et la Russie, ce n'est pas l'Union soviétique. La Russie, juridiquement parlant, territorialement parlant, ce n'est pas l'Union soviétique, les gars. Mais nous n'avons pas, nous qui sommes instruits, à pousser les jeunes dans la confusion ou aller chercher nos informations sur TikTok ou je ne sais pas quoi, sur YouTube, parce que on me fait plaisir, je ne sais pas, à la foule. Non. La Russie, ce n'est pas l'Union soviétique. Parlons des définitions les plus simples. C'est quoi un État? Ça, c'est le droit international. Un État, c'est une communauté humaine géographiquement délimitée, dotée d'une organisation politique, centralisée, avec des institutions qui sont chargées d'imposer ou d'élaborer des règles. Sociologiquement parlant, c'est une société politique, résultat de la fixation d'un territoire sur des frontières délimitées. Mais quand on va dans la convention, par exemple, de Montevideo, de 26 décembre 1933, concernant les droits et les devoirs des États, dans son article 1, mais les critères pour définir un État, c'est une population, un territoire déterminé, un gouvernement exerçant une autorité réelle et effective et capable d'entrer en relation avec d'autres États. Alors, en 1960, on avait l'Union soviétique, qui était une confédération d'États. Ce n'était pas la Russie. Les amis, il faut qu'on soit clair dans les analyses. Il faut qu'on soit clair dans les analyses. J'ai parlé de la Russie. Vous me dites que oui, l'Union soviétique était aux côtés de certains pays. Je n'ai pas parlé de l'Union soviétique. Je suis bien outillé pour connaître la différence entre l'Union soviétique et puis la Russie. Donc, vos arguments que vous m'avez envoyés inbox pour dire, ouais, pourquoi je peux dire que la Russie n'a jamais été aux côtés. Mais citez-moi un seul pays que la Russie. On fait rapidement la petite histoire de la Russie. La Russie des Tsars. Elle s'est terminée avec l'assassinat du tsar Nicolas II dans la nuit du 16 au 17 juin 1918, après la révolution bolchevique. Mais en 1905, la Russie était déjà en confrontation avec le Japon, qui est aussi un autre empire. Les deux empires étaient expansionnistes, étaient impérialistes. Chacun était en train de conquérir les États qui étaient dans leur entourage. Et la Russie a envahi la Mandchourie et la Corée. Et le Japon a réagi. Le Japon qui venait de sortir d'une guerre avec la Chine a réagi. Et il y a eu une guerre terrible, presque 9 mois, entre la Russie et le Japon. Donc, février 1918
je pense, 1904 à 1905. Et, la Russie a été défaite par le Japon. Et cette guerre s'est soldée par le traité de Portsmouth. Et donc, cette guerre, la fin de cette guerre a provoqué une première révolution en Russie, où les populations se sont soulevées contre le Tsar et cette révolution a été matée. Après, quand il y a eu l'assassinat du Tsar, avec la fin de l'Empire en 1918, il y a eu la création de ce qu'on a appelé l'Union soviétique en décembre 1922, avec le traité qui a été ratifié le 30 décembre 1922. À partir de ce moment-là, la Russie, en tant qu'un seul territoire, cessait d'exister juridiquement, politiquement. Donc, il était dans une confédération. Donc, cette confédération, donc l'Union soviétique, a existé de décembre 1922 à décembre 1991. Et elle était opposée au bloc occidental. Elle a envahi, par exemple, l'Afghanistan de 1979 à 1989. Lorsqu'on dit, par exemple, que la Russie a envahi l'Afghanistan et que la Russie a été défaite en Afghanistan, les Russes disent non, que c'est l'Union soviétique. Parce qu'ils étaient dans un ensemble. Ils étaient en Afghanistan pour porter secours au régime communiste. Mais ils ont été combattus par les Moudjahidines. Et donc, en 10 ans d'occupation, la Russie n'a jamais réussi, et l'Union soviétique plutôt, n'a jamais réussi à soumettre l'Afghanistan. Elle a été défaite. Et Gorbatchev, pendant la période de la perestroïka, la Russie et l'Union soviétique n'avaient plus de moyens, elle a été obligée de rappeler les troupes en Afghanistan. Ça, c'est un fait réel, c'est factuel. C'est factuel. Et donc, de 85 à 91, il y a eu la perestroïka qui a abouti à la dislocation du bloc soviétique. Et le bloc soviétique, à l'époque, ce que vous appelez la Russie, alors que moi je parle de la Russie, vous me parlez de l'Union soviétique, l'Union soviétique, c'est 15 États, y compris l'Ukraine, que vous encouragez la Russie à attaquer aujourd'hui. Si vous supposez que, si dans vos analyses, vous dites que l'Union soviétique était aux côtés de certains pays africains, cela suppose que l'Ukraine aussi était dedans. Et je vais vous citer les pays qui composaient l'Union soviétique à l'époque. C'était 15 pays. C'était l'Arménie, c'est l'Azerbaïdjan, c'est la Biélorussie, c'est l'Estonie, c'est la Géorgie, c'est le Kazakhstan, c'est le Kyrgyzstan, c'est la Lettonie, c'est la Lituanie, c'est la Moldavie, c'est la Russie, c'est le Tadjikistan, c'est le Turkménistan, c'est l'Ukraine et c'est l'Ouzbékistan. Voilà les 15 États qui étaient dans la confédération de l'Union soviétique. Donc, quand il y a eu la dislocation du bloc soviétique, après les réformes de Gorbatchev avec son ministre des Affaires étrangères à l'époque, Eduard Shevardnadze, nous sommes contemporains de cette histoire. Ce n'est pas quelque chose que les gens vont nous raconter. Nous sommes contemporains de cette histoire. Nous avons vécu cette histoire. Ce n'est pas des choses qui se sont passées en 1901 pour qu'on dise qu'on lit ça dans les... Non, nous sommes contemporains de cette histoire. On a vécu ça. Nous qui avons plus de 50 ans, nous avons vécu ça. Et c'est à nous de relater la vraie histoire aux enfants. Donc, il y a eu la perestroïka avec Gorbatchev et son célèbre ministre des Affaires étrangères, Eduard Shevardnadze. Et quand il y a eu la dislocation du bloc soviétique, certains pays ont commencé par prendre leur indépendance, ce qu'on a appelé en 1991 la communauté des États indépendants. Les tout premiers pays. Après, il y a eu Helsinki, Boris Helsinki, qui a succédé à la fin du règne de Gorbatchev. Et Helsinki est resté de 91 jusqu'à 99. Et la Russie traversait d'énormes difficultés. À partir de 92, la population était pauvre, l'économie était à terre, au point qu'elle a été obligée, la Russie, de faire appel aux institutions multilatérales occidentales, notamment le FMI. Le FMI était au chevet de la Russie en 92. Plus la BERD. La BERD, c'est la Banque européenne de la reconstruction et du développement. Ils étaient au chevet de la Russie en 92. Nous avons l'obligation intellectuelle de restituer les faits. Donc, Boris Helsinki, il est resté presque pendant, je ne sais pas, 9 ans ou 8 ans, et vous le connaissez, c'était le dirigeant le plus alcoolique de la Russie, et après, il ne pouvait plus tenir parce qu'il avait des soucis de santé, ils ont fait nommer Poutine. Et Poutine a effectivement redressé la Russie, ça c'est un fait, à
à l'actif de Poutine. Il a redressé la Russie, il a fait de la Russie un pays respectable. Et donc, la Russie est revenue avec toute sa puissance et tout. Mais quand on prend la Russie de Poutine, donc de 99, puisque Poutine est arrivé en 99, à aujourd'hui, elle a sauvé quel pays allié? C'est le débat que je pose. Elle a sauvé quel pays allié en confrontation directe avec l'Occident? Elle est partie au secours de quel pays allié en confrontation directe avec l'Occident? C'est ce que je dis. Donc, quand vous me ramenez des histoires de l'Union soviétique, moi, j'ai fait des études d'histoire, je connais la différence entre l'Union soviétique et la Russie. Et la Russie, ce n'est pas l'Union soviétique. C'est comme aujourd'hui, vous avez l'AES, 3 pays qui sont ensemble, qui sont une confédération, qui sont en train de lutter. Si demain, ces pays n'existent plus et que chacun prend son indépendance, les prouesses qu'ils ont fait ensemble, si quelqu'un vient se l'approprier, on va dire non, tu mens. On a fait ça ensemble. Ce n'est pas un seul pays qui a fait ça, nous avons fait ça à 3. C'est ça la réalité. Donc, quand Kadhafi avait besoin de la Russie, Poutine n'a pas bougé. Bachar el-Assad, qui abritait même une base russe, n'a pas bougé. Le Venezuela. Ça, je réponds aux grands frères qui m'ont écrit une box, c'est à eux que je réponds. Parce qu'ils m'ont envoyé des arguments comme quoi je n'ai pas bien fait mon analyse parce que l'Union soviétique était aux côtés des Africains. L'Union soviétique, ce n'est pas la Russie, les gars. Parlons peu, parlons vrai et parlons bien. Juridiquement, vous ne pouvez pas dire que l'Union soviétique, c'est la Russie. Parce qu'un État, c'est une population, un territoire et puis un pouvoir. Le territoire de l'Union soviétique n'est pas égal au territoire de la Russie. Ce n'est pas la même chose. À moins que vous me dites que c'est ça. Intellectuellement parlant. Donc, moi, je suis bien outillé pour dire les choses et je fais la différence entre les choses. Le problème que vous avez aujourd'hui par rapport aux actions de Donald Trump, parce que nous, on était parmi ceux qui n'ont pas soutenu Donald Trump. C'est vous qui l'avez soutenu. Vous l'avez soutenu parce que vous avez cru que, naïvement, que Donald Trump, comme il est prétendument l'ami de Poutine, une fois qu'il sera au pouvoir, il va faire vos affaires. Mais entre l'ours polaire et le cowboy, ce sont tous des prédateurs. Entre l'ours polaire et le cowboy, ce sont tous des prédateurs. Autant le cow-boy, il tire très vite, autant l'ours polaire, c'est un animal assez féroce qui bondit sur sa proie. Donc, les deux sont en train de faire ce qu'ils savent faire de mieux. Chacun essayant de contrôler les zones de son influence. La Russie, cherchant à contrôler l'Europe de l'Est, et puis Poutine cherchant à contrôler l'arrière-base de l'Amérique latine, qui est son arrière-cour. Donc, le problème que vous avez aujourd'hui, c'est que vous avez soutenu quelqu'un juste sur la base des émotions, sans aucune analyse, parce que vous estimiez que c'était l'ami de votre ami, de votre idole. Maintenant qu'il est arrivé, qu'il fait autre chose, vous êtes déboussolé. J'ai même lu des gens qui disent « Ah oui, que le Congrès va bientôt stopper Donald Trump. » Donc, vous qui soutenez Poutine, vous savez que dans une démocratie, il y a des contre-pouvoirs qui peuvent bloquer un homme. Donc, le seul espoir aujourd'hui, c'est que le Congrès va stopper Donald Trump. Ça veut dire qu'aux États-Unis, il y a quand même des contre-pouvoirs, ce qu'il n'y a pas de l'autre côté en Russie. Donc, là, on voit ce qui se passe en Perse. La Perse, c'est l'Iran. Pour ceux qui n'ont pas fait de très grandes études, la Perse, c'est l'Iran. On voit ce qui se passe en Perse. Les Américains vont intervenir. Et on verra. Ils vont intervenir. Du côté de Cuba, ils vont intervenir. Et la Russie, quoique elle ait une puissance, elle n'a pas aujourd'hui les moyens de rentrer dans une confrontation sur plusieurs plans. Parce que son économie est déjà très faible. La guerre, c'est l'économie qui la soutient. C'est l'économie qui soutient la guerre. Nous, les Africains, nous pensons que nous sommes dans un monde de bisounours où tout est joli, Alice au pays des merveilles. Mais non. Mais ceux qui font la guerre, ils font la guerre pour leur résistance. Parce que l'homme
La domination, et l'esprit de domination est lié à l'homme. Et quand on transpose ça sur le plan politique ou à l'image ou à l'échelle des États, c'est pareil. Dès qu'un pays ou une civilisation est assez forte, elle cherche à dominer les autres, en commençant par les voisins. On dit que la colonisation est une question de proximité. C'est pour ça que la géographie est fondamentalement liée à la colonisation. Les Russes, la Russie a envahi la Mandchourie parce qu'elle cherchait un accès à la mer en 1905. Et le Japon n'était pas d'accord. Le Japon était aussi une puissance. Ils sont rentrés en confrontation. C'était des pays impérialistes. Ils étaient impérialistes dans leur zone d'influence. Comme les États-Unis sont impérialistes dans leur zone d'influence aussi. Et chez nous en Afrique, comme je parle de l'aspect humain de la chose qui est transposé à l'échelle des États, la plupart des royaumes en Afrique qui ont été des puissants royaumes ont cherché à dominer leurs voisins, à les soumettre. Les Ashantis, quand ils étaient à l'apogée de leur règne, ils ont fait la guerre à tous leurs voisins, provoquant des flux migratoires dans les autres pays voisins. Le royaume d'Abomey, quand ils étaient au summum de leur apogée, ils ont attaqué tous leurs voisins. Ousmane Danfodio, dans le royaume de, je pense, c'est Sokoto, bien au nord du Nigeria, quand ils étaient au sommet de sa gloire, ils ont attaqué tous les voisins. C'est un réflexe humain. Et les civilisations, c'est pareil. Les pays, c'est pareil. Les pays, c'est pareil. Prenez un exemple terre à terre. Vous voyez les gens qui sont riches là, les parvenus, les gens qui du jour au lendemain deviennent riches dans vos quartiers. Soit, une fois qu'il devient riche, il va dans un quartier résidentiel, ou s'il ne veut pas aller dans un quartier résidentiel, il commence par mettre la pression sur les voisins qui sont autour de lui, qui sont pauvres, et il veut racheter leur maison. C'est un esprit de domination. Parce qu'il a le pouvoir, il pense qu'il peut dominer les autres, il peut soumettre les autres. C'est ça la réalité. Et ça, c'est humain, c'est naturel. Et à l'étape des pays, c'est pareil. La guerre que les gens sont en train de faire aujourd'hui, c'est pour leur existence. Ils se comportent, les dirigeants de ces pays se comportent comme des mafieux, comme des bandits, mais c'est normal. C'est le monde est ainsi. Depuis la nuit des temps, ce n'est pas vous qui allez changer le cours normal de l'histoire. Quand l'Égypte antique était devenue une puissance, elle a soumis tous les pays voisins. Quand la Rome antique était devenue une puissance, elle est allée jusqu'en Afrique. La Tunisie, Carthage, c'est la Rome antique. La Tripolitaine, quand on parle de Libye, avec ce qu'on appelle la Tripoli, la Cyrénaïque et la Tripolitaine, ce sont des expressions romaines. La Grèce, c'est pareil. Mais ces civilisations se sont affaiblies parce que ce n'est pas parce que vous êtes puissant aujourd'hui que vous serez puissant éternellement. Les civilisations ont aussi leurs limites, leurs dates de péremption. Peut-être aujourd'hui, les États-Unis sont en train de dominer le monde. Demain, ils vont perdre leur puissance, tout comme l'Europe a perdu sa puissance. Les explorations, à l'époque, ont été menées par qui? Par les Portugais, par les Espagnols, et les Hollandais en partie. Mais aujourd'hui, c'est quoi le Portugal? C'est quoi l'Espagne? C'est des pays qui se sont énormément, qui ont perdu de leur importance. Donc, les gars, j'ai parlé de la Russie. Je n'ai pas parlé de l'Union soviétique. Et je suis bien outillé pour savoir qu'il y a une différence entre la Russie et l'Union soviétique. Ce n'est pas pareil. Et donc, ça, c'est une réponse aux grands frères qui m'ont envoyé leur réaction inbox. Hein, c'est ceux qui m'ont écrit inbox et qui disent que non, Ferdinand, pourquoi tu peux dire ça? Parce que vous faites de la Russie votre idole. Donc, et vous raisonnez avec des préjugés. Vous raisonnez avec des préjugés. Là, les faits, là, je viens de les délimiter. Quelqu'un peut contester ça? Ce sont des faits. Ce sont des faits. C'est factuel. Tout le monde peut retrouver ça. Quand nous, on était encore sur les bancs de l'université, ce sont les choses sur lesquelles on a beaucoup fait des recherches. La Chine des Ming, on a fait pas mal d'exposés sur la Chine des Ming. Vous connaissez la Chine des Ming, la civilisation des Ming. L'Amérique précolombienne, les guerres contemporaines, ce sont des choses qu'on a étudiées. Et donc, moi, ça, c'est ma formation, ça.
plus tout ce que j'ai comme bagage en tant que journaliste, je ne peux pas me lever et faire des erreurs d'analyse sur ce que je dis. Donc, la Russie, ce n'est pas l'Union soviétique. Et quand on parle de l'Union soviétique, c'est tous les pays que j'ai cités tout à l'heure, y compris l'Ukraine. C'est ça l'Union soviétique. C'est 15 États. Voilà ce que j'ai voulu répondre aux grands frères. C'est un débat, hein, c'est sans acrimonie, hein, c'est un débat idée contre idée. Et je tiens à dire, c'est à nous, quand il y a des propagandistes, des gens qui n'ont pas un niveau assez élevé, qui se mêlent des débats, qui ne comprennent rien, c'est à nous de les recadrer sur la base des faits. Ce n'est pas à nous d'entretenir la confusion, d'entretenir le désordre intellectuel. Non, c'est ça la réalité des faits. Donc, voilà ce que j'ai voulu dire sur le cas de ceux qui m'ont interpellé, sur ce que j'ai dit dimanche. Et voilà. Si vous avez d'autres arguments, vous pouvez me les opposer. Hein. C'est ainsi qu'on fait évoluer le débat. Vous pouvez me les opposer. Mais moi, les arguments que j'ai, c'est ça que je viens de vous dire. C'est ça la réalité des faits. Donc, ce qu'on appelle la domination, elle est humaine. C'est lié à l'humain. Chaque jour dans notre vie, nous essayons à soumettre nos collaborateurs, à soumettre nos amis, à soumettre même nos femmes. C'est humain. À l'étape même des pays, à l'échelle des pays, c'est pareil. Tous ceux qui ont étudié les sciences humaines savent que l'esprit de domination est consubstantiel de l'homme. Et quand vous suivez aussi les documentaires animaliers, vous voyez comment les animaux se soumettent dans la forêt. C'est pareil pour les humains. Les plus forts écrasent les plus faibles. Ceux qui ont les moyens dominent les autres. Les civilisations, c'est pareil. C'est ça la réalité. Nous avons eu plein de royaumes en Afrique qui ont fait les guerres à leurs voisins, qui les ont soumis et qui ont provoqué des flux migratoires. Comment le Togo s'est constitué et les gens sont venus de partout? C'est les guerres qui ont amené des gens. Et ce sont des guerres de soumission. Que les Guins soient venus d'Accra, c'est des guerres qui ont provoqué ça. Que les Baoulés soient partis en Côte d'Ivoire, c'est des guerres qui ont provoqué ça. C'est des guerres de soumission. Que des Ifés soient venus d'Oyo ou des Fonds soient venus de Dahomey vers le Togo, c'est des guerres de soumission qui ont provoqué ça. Et c'est l'esprit de domination. Ailleurs, c'est pareil. C'est ça la réalité des faits. Et ça, c'est historique, c'est factuel.